commencer avec une présentation de Jaëlle Marquis-Gobeil. Jaëlle Marquis-Gobeil est étudiante à la maîtrise en études littéraires, en profil création-recherche à l'UQAM. Dirigée par Martine Delvaux, elle rédige actuellement un mémoire alliant études cinématographiques. Elle a terminé un baccalauréat en cinéma à l'UQAM en 2012 et études féministes. Avec déjà quelques textes publiés et communications à son actif, elle participe activement à la vie universitaire de travailler comme auxiliaire de recherche pour la chaire de recherche du Canada en histoire culturelle des pratiques non dominantes. Elle est aussi rédactrice pour l'Artichaut, revue des critiques culturelles de la Faculté des Arts. Elle est membre de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, du RECUF. Elle nous présente ce matin une communication qui s'intitule « Novélisation, partir des mots et des images des autres ». Alors bonjour, aujourd'hui, je vous amène avec moi dans un monde qui est encore à préciser puisqu'il s'inscrit dans mon projet de mémoire qui est toujours en cours. Donc, c'est en toute vulnérabilité que je souhaite explorer avec vous les pouvoirs de la novélisation comme arme de défense contre le male gaze cinématographique. Pour ce faire, je vais vous partager un peu de théorie sur la question du regard et de la narratologie au cinéma, puis je vous partagerai un extrait de mon texte de création. Finalement, en conclusion, je reviendrai sur certaines interrogations qui demeurent. D'abord, comme je viens de le nommer, dans le cadre de ma maîtrise en études littéraires, je travaille la novélisation. La novélisation est souvent considérée comme un genre mineur, comme le prouve un peu cette blaguette venant de la série The Office. Si Michael s'intéresse aux novélisations, c'est sûr que ça veut dire qu'elle n'est pas d'un grand intérêt, n'est-ce pas? En effet, elle est souvent associée à la fanfiction puisqu'elle reprend l'imagerie du film d'origine, donc elle n'a jamais vraiment eu de place dans les études littéraires jusqu'à présent. Voici, pour l'exemple, quelques novélisations dites commerciales, mais reste que c'est un domaine extrêmement lucratif puisque le public cible est les cinéphiles invétérés qui vont consommer tout ce qui se concerne leur film préféré. D'ailleurs, dans ces exemples-là, Star Wars, Star Trek, c'est vraiment des exemples de films considérés passion par plusieurs cinéphiles. Depuis une vingtaine d'années, la novélisation se transforme grâce à des ouvrages comme Toutes les femmes sont des Alien d'Olivia Rosenthal, Thelma, Louise et moi de Martine Delvaux ou Ma vie rouge Kubrick de Simon Roy, tristement décédé l'an dernier. Ce genre littéraire qu'on appelait à tort une adaptation à l'envers permet maintenant de montrer de l'expérience humaine des processus qui restaient invisibles sans la double médiation dans cet ordre du cinéma et de l'écriture. Ça, c'est une citation de Jean Cléder, un théoricien français, qui décrit aussi la novélisation comme une réappropriation des récits cinématographiques dans une perspective littéraire. Dans les exemples que je viens de vous montrer, les auteurs-autrices ont toutes utilisé une instance narrative au jeu, créant ainsi une œuvre très personnelle et intime faite à partir d'un récit cinématographique qui n'était pas le leur. Cela étant dit, certaines novélisations peuvent aussi être écrites suivant d'autres types de narration, mais j'y reviendrai brièvement à la fin. Ma réflexion de départ pour mon mémoire est cette idée de réappropriation des récits cinématographiques appuyée par cette citation de Martine Delvaux tirée de Thelma, Louise et moi. Elle dit « J'écris en même temps que je visionne le film, j'écris sur la vie et sur l'écriture, en même temps que je raconte le film, me demandant dans quelle mesure on peut réécrire un film. » Alors ma question, à quel point est-il possible de transformer un film grâce à l'écriture? En fait, la première question serait plutôt pourquoi voudrions-nous réécrire un film? Dans le cas de mon projet, c'est principalement pour pouvoir se le réapproprier et faire parler des personnages dont on n'aurait pas entendu la voix pour, ultimement, guérir un trauma qui aurait été accentué par ces œuvres cinématographiques problématiques. En effet, dans mon texte, la narratrice revisite des films qui ont influencé sa personnalité pendant sa relation avec un homme toxique et violent. Par exemple, ma narratrice dit « Je pensais pouvoir m'instruire avec le cinéma. Et oui, j'ai beaucoup appris. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'une femme célibataire est une femme libre, mais une femme en couple est une femme heureuse. Elle a le droit d'être excentrique tant qu'elle se conforme physiquement aux normes. Et finalement, le vrai amour commence dans la souffrance, mais ce n'est pas nous qui le trouvons, mais lui qui nous trouve. Je jalousais la vie de mes personnages préférés, espérant partager leur destin. J'enviais ces protagonismes femmes qui défiaient les clichés et qui se battaient pour leur identité. Les téméraires et les déterminées, celles qui avaient des rêves allant au-delà du mariage,
mais qui finissait quand même dans les bras d'un prince charmant. Once upon a time. Je suis maintenant aux prises avec ces attentes impossibles, ces fausses vérités, ces mises en scène misogynes tellement normalisées qu'au lieu de m'indigner, je les ai intériorisées. Devenu presque impossible à désapprendre, mon travail d'écriture me soulage. J'explore ces films autrement pour la première fois. J'espère pouvoir bientôt trouver mon happy ending. C'est la seule chose qui ne changera pas, espérer une belle fin. Parce qu'au fond, même dans les moments les plus sombres, j'ai toujours cru que je méritais un dénouement heureux. Donc, les films qui ont marqué sa relation avec ce fucker, comme elle l'appelle, ont une chose en commun. Ils sont tous connectés de près ou de loin au concept du male gaze, dont voici quelques exemples. Pour le rappel, le male gaze est une théorie détaillée pour la première fois par Laura Mulvey en 1975, qui s'est inspirée de la théorie de la scopophilie, c'est-à-dire le plaisir d'être voyeur selon Freud. Mulvey explique d'abord la vision de Freud. He associated scopophilia with taking other people as objects, subjecting them to a controlling and curious gaze. Associé au cinéma, le regard masculin agit de la même manière. Je cite ici Iris Bray, une autrice française qui a développé sa propre définition du male gaze, toujours selon Mulvey. Le male gaze renforce donc une vision patriarcale où les femmes à l'écran et dans la vie réelle doivent être soumises au regard des hommes pour que ces derniers éprouvent du désir et du plaisir, soit dans la diégèse du film en tant que personnage, soit dans leur fauteuil au cinéma en tant que spectateur. Autant pour Laura Mulvey qu'Iris Bray, il y a l'idée d'une triangulation de regards. 3 regards distincts qui reconduisent toutes des motivations masculines. Donc, le regard du réalisateur ou de la réalisatrice qui peut aussi reproduire les codes du male gaze, celui du personnage masculin et celui du spectateur ou de la spectatrice. Ce trio se retrouve à ressentir un même plaisir lié au voyeurisme lorsqu'il fait face à un film male gaze, ce qui les rend complices. Toujours selon Iris Bray, elle suggère un procédé pour nous permettre de nous libérer du regard masculin. On parle de se concentrer sur l'expérience féminine grâce au female gaze. D'ailleurs, cette démarche féministe existe comme une réponse au male gaze de la même manière que le queer gaze ou que le oppositional gaze de Bell Hooks. Dans le fond, au cinéma, on parle d'un nouveau regard qui amène avec lui un langage filmique complètement différent de celui auquel nous étions habitués. Pour ce faire, il ne s'agit pas simplement d'inverser les rôles, par exemple la femme qui devient voyeuse et l'homme qui prend le rôle de la personne soumise. Il s'agit plutôt de filmer les corps comme un sujet de désir. Et c'est cette nuance, objet de désir versus sujet de désir, qui fait toute la différence. Dans mon projet, mon principal objectif est de trouver une manière de contrecarrer le male gaze grâce à la réécriture du film. Je le ferai en 2 temps. D'abord, en montrant l'expérience de vie des personnages féminins, puis en transformant ces dernières en sujet de désir. Pour faire bref, il y aura une première partie qui va être consacrée au trauma et une autre à la guérison. Donc, pour y arriver, mon premier réflexe est de parler au « je », une instance narrative puissante qui donne une agentivité au personnage narrateur qui parle et qui révèle son expérience de la violence conjugale faisant miroir au film qu'elle regarde. C'est par association que le lectorat pourra comparer l'expérience de la narratrice à l'expérience de la protagoniste du film, aussi victime de violences sexuelles. Mais est-ce que ce « je » est assez fort pour s'opposer au regard masculin de réalisateur tout-puissant? Pour essayer de répondre à cette question, je dois réfléchir aux notions de narratologie. Et c'est là que ça devient un peu plus croustillant. Vous le savez, en littérature, traditionnellement, le narrateur répond à la question « qui parle ». C'est un personnage à qui l'auteur ou l'autrice a délégué le pouvoir de raconter. Au cinéma, c'est plus complexe, puisque le film peut montrer les actions sans avoir à les dire. Comme cette forme d'art tient du régime de la monstration, l'instance narrative apparaît moins clairement que dans un récit écrit. D'ailleurs, l'expression « la magie du cinéma » évoque le fait qu'une histoire au cinéma semble se raconter d'elle-même. D'après les théoriciens François Jost et André Gaudreault, il faut donc se poser la question « qui regarde ?» Et là, comme je vous dis, qui regarde et non pas qui parle. Il ne s'agit pas de la voix hors champ d'un personnage qui pourrait raconter l'histoire qui se défile sur l'écran. Non, c'est plus grand que ça, c'est un concept. Il doit s'agir de l'entité responsable de l'énonciation filmique ou organisateur des différents récits. Les 2 théoriciens appellent ça le grand imagier, qui compare ludiquement un ventriloque.
En effet, l'artiste ventriloque doit nous convaincre que c'est sa marionnette qui parle pour nous faire oublier qu'il ou elle est derrière, jusqu'à ce qu'il y ait une erreur. Donc, à ce moment-là, il apparaît une marque d'énonciation, une subjectivité dans le spectacle qui nous rappelle que quelque chose est derrière tout ça. Au cinéma, ces marques ne sont pas des erreurs, au contraire. Ces marques de subjectivité nous renvoient à une personne qui voit la scène, un personnage situé dans la diégèse, ou souligne la présence d'une instance située à l'extérieur de la diégèse. Les marques d'énonciation sont toujours liées à celui ou celle qui tient le discours. Donc, quelles sont ces marques? Donc, ça peut être plusieurs choses. Le premier exemple étant l'abaissement du point de vue. La première photo du film Citizen Kane, la caméra est carrément sur le plancher. Le deuxième exemple, c'est la caméra subjective, donc une caméra qui se place à la place des yeux du personnage. Et le troisième exemple, l'ombre du personnage, comme dans le film de Nosferatu. Mais ça peut être plusieurs autres choses, donc l'exagération du premier plan, le passage du flou au net, la contre-plongée, ou n'importe quoi qui renvoie au regard, dont le regard caméra. Il est important aussi de dire dans le cinéma que la question de qui regarde peut être posée et reposée à chaque scène et à chaque plan. Donc, c'est une question continuelle. Dans un des films novélisés de mon mémoire, les marques d'énonciation sont très présentes. Il s'agit du film Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, une œuvre phare de la nouvelle vague française. Un réalisateur admiré, mais parfois aussi détesté, surtout par les féministes. J'en suis. Donc, avis aux oreilles sensibles, je reconnais son apport majestueux au monde du cinéma, mais reste qu'il y a plusieurs raisons de détester Godard, et je laisse lui-même nous en expliquer une. Les femmes, les actrices, je ne les ai pas bien traitées. J'ai respecté leur beauté aléatoire, mais je n'ai pas fait très attention à ce qu'elles pouvaient dire ou faire. Tous les peintres ont eu des modèles, mais moi, c'était des copies. Ce qu'il aurait dit à la presse en 1965. En effet, son cinéma évoquait souvent des thèmes progressistes comme le travail du sexe, l'émancipation de la femme, les méthodes contraceptives ou l'avortement, mais le réalisateur les développait via des femmes soumises, figées dans une vision unique de la féminité et souvent en utilisant des actrices muses ou des femmes avec qui il était marié, avec qui il couchait, sur qui il avait une emprise totale. C'est le cas d'Anna Karina, l'actrice jouant Anna, la protagoniste de Vivre sa vie. Le film de 1962 met en scène cette nana qui travaille dans un magasin de disques et rêve d'être actrice. À cause de ses problèmes financiers, elle perd son appartement et elle décide de devenir travailleuse du sexe. Puis, elle rencontre Raoul qui devient son proxénète. Sa vie va assez bien, mais elle en veut plus. C'est là qu'elle rencontre un autre homme de qui elle tombe amoureuse. Elle veut clore sa collaboration avec Raoul pour partir avec l'homme en question. Au même moment, Raoul est en train de conclure une entente avec un autre groupe de proxénètes dans le but de leur vendre Nana. Quand il arrive pour annoncer la nouvelle à Raoul, il la fait monter de force dans sa voiture et l'amène dans une autre rue pour faire sa transaction. À cause d'une chicane au niveau du prix, l'acheteur tire sur Raoul, mais c'est Nana qui reçoit la balle. Raoul panique et tire à son tour et c'est encore Nana qui est atteinte. Elle s'effondre et tous les hommes quittent la scène en laissant son corps derrière. C'est un féminicide. Donc, Nana voulait s'émanciper, ils l'ont tuée. Je ne crois pas que cela soit très féministe. Donc, comme je l'ai mentionné plus haut, grâce à la liberté de la nouvelle vague, ce film est empreint de dizaines de marques de subjectivité. Ces aspects narratologiques sont particulièrement importants dans mon cas, puisque je remarque que le male gaze est principalement reconduit par ces marques de l'instance narrative, en plus de nous ramener fréquemment à l'idée du regard. Voici quelques marques d'énonciation. Donc, vous voyez la première photo en haut à gauche, c'est le cadre en point de vue de Nana. Il y a des sous-titres aussi qui sont utilisés au lieu de faire parler les personnages. Le cadre complètement décalé à droite et puis le regard caméra. En regardant ça rapidement, on pourrait croire que le personnage de Nana a une agentivité puisque c'est elle qui regarde dans le plan de caméra subjective et c'est elle qui fixe la lentille de caméra. Mais je vous le rappelle, le réalisateur et le spectateur regardent aussi. En effet, ce qui se passe ici, c'est que Godard s'auto-proclame grand imagier du film. Même s'il est clair que le narrateur et l'auteur sont deux entités différentes, tout comme le réalisateur et l'instance narrative du film, Godard lui-même s'impose dans la diégèse. C'est à la fin du film que cela est flagrant. Nana et l'homme dont elle est amoureuse sont dans une chambre. Les deux ne parlent pas. Elle fume et lui lit le portrait ovale de Poe. En voix hors champ, on entend la nouvelle être racontée. En gros, un peintre a décidé de faire le portrait de sa femme. Elle, qui était déjà malheureuse, continuait de dépérir au fil des jours, mais le peintre était trop obnubilé par son œuvre pour s'en rendre compte.
Ce n'est que lorsqu'il a fini son tableau qu'il a remarqué son décès. La voix qui nous raconte cette histoire, ce n'est pas celle de l'acteur, c'est en fait Godard, le réalisateur lui-même. À la fin de la nouvelle, Godard ajoute « C'est notre histoire », venant sceller son omniprésence dans le récit que nous venons de voir. En plus, il vient démontrer un parfait exemple des conséquences du male gaze, les femmes objectivées dont l'expérience de vie n'est pas prise en compte. Comme je vous dis, le grand imagier n'égale pas le réalisateur, mais dans ce cas-ci, on peut arriver à ce genre de conclusion. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que le jeu est assez pour que ma narratrice fasse sauter le male gaze du film de Godard et ainsi se réapproprier son discours? On va réfléchir à ça ensemble. Je vais vous lire un petit extrait de mon texte que je vais essayer de faire rapidement. Ça va comme suit. Je me croyais responsable. Le Fokker prétendait souvent que si j'étais malheureuse, c'était de ma faute, puisque lui n'avait jamais voulu être en couple. D'un autre côté, lorsque les chicanes s'éternisaient, il me rappelait la chance que j'avais d'être avec lui. Le Fokker vivait dans un monde où tout était instable tout le temps. Aucune logique ne justifiait ses actions et son tempérament dictait les lois de notre couple. Je me pliais à ses envies pour éviter les reproches. Je faisais tout pour répondre à ses besoins pour être parfaite. Parfois, agacé par ma présence, il m'indiquait en soupirant que j'en faisais trop et qu'il ne m'avait rien demandé. Pourtant, chacun de ses gestes, de ses mots évoquait le contraire, évoquait la mise en demeure. Il refusait de me parler parce que je l'avais déçu. Il me menaçait de me laisser parce que c'était trop compliqué et il m'insultait quand je le suppliais de ne pas flirter avec d'autres femmes devant moi. Pendant ces soirées trop arrosées de première de film, il agissait en usurpateur avec elle comme il l'avait fait avec moi. Impossible d'expliquer sa technique, mais son but était clair, se faire aimer, adorer, admirer. Son sourire semblait lui donner accès à tout, s'ensuivait un bombardement d'éloges qui camouflait la manipulation sous-jacente. Et je ne pouvais rien dire. Ces mots sectaires résonnent encore. Je ne crouse pas, je gagne des points. Calice, j'étais sur le bord de la noyade. J'étais amarrée à lui, je ne pouvais pas partir, gaslighted jusqu'au cou. Jump cut sur jump cut, je le regardais faire, la nausée au bord des lèvres. À chaque événement, il me jouait le même théâtre avec l'alcool comme carburant. Un soir, il était arrivé au bar avec une flasque de whisky dans son veston. En cachette, il versait son alcool overpriced dans toutes les bouches qui s'ouvraient à lui. Ce soir-là, j'ai osé lui dire que je ne m'amusais plus. La crise, insulte, éclat de voix et le fameux « Ben si c'est ça que tu veux, c'est fini » que j'avais déjà entendu. Il s'est sauvé, me laissant larmoyante après un fuck you fatal. Ses amis, témoins du délire, m'ont conseillé de le laisser. Le lendemain, malgré le blackout nocturne, le Fokker s'est excusé à ses amis. Il admettait qu'il avait perdu le contrôle et qu'il allait faire attention dorénavant. Je suis donc restée. Peu de temps plus tard, les abus ont repris, désormais en privé, et les insultes, désormais à voix basse. J'étais aux prises avec la peur d'être inadéquate, une peur qui m'enchaînait à lui davantage. Je me sentais coupable de tout, je me trouvais conne, j'étais incapable de poser mes limites sans craindre un contre-coup vicieux aussi douloureux que la violence physique. Cette inquiétude, cette vigilance m'habite encore aujourd'hui. C'est un interrogatoire de police. Plan de face très serré sur Nana. Elle raconte son histoire. Elle marchait dans la rue, elle a vu une passante laisser tomber un billet de 1000 francs sur le trottoir, billet qu'elle a ramassé pour le garder, mais la femme s'en est aperçue. Nana lui a rendu le billet immédiatement. La femme a quand même porté plainte. Nana ne comprend pas pourquoi. Gros plan sur elle. Comme des enquêteurs enquêtrices insatisfaits, on la regarde de plus près. Nana dit ne pas savoir comment elle fera pour trouver de l'argent. Elle dit « Je veux être une autre ». Un trigger. Vouloir être une autre. Persuadée de mon incompétence. Je ne devrais pas être comme ça. Regretter mon corps, mes pensées, mes peurs, mes manies. Envier de Nana, celle qui disait elle-même vouloir être une autre. Je confondais le personnage et son interprète, Anna Karina, que j'admirais. Je voulais être une muse, moi aussi. Je voulais que mon histoire avec le Fokker soit l'image de la relation entre l'actrice et Godard. Tant qu'il avait besoin de moi, il ne pouvait pas me laisser et moi, je participais à son génie. Chaque grand artiste avait une muse, une femme qui se soumettait à lui, qui se rendait disponible et qui lui donnait l'impression d'être important. C'est tout ce que j'essayais de faire avec lui, mais sans succès. Donc, voilà. C'est ça qui est ça. Je vais terminer rapidement avec des questions qui demeurent encore. La place du spectateur, pour moi, reste encore à travailler. Dans le male gaze, on voit les spectateurs comme des êtres séparés de ce qui se passe à l'écran. Comment le sortir de sa passivité complice? Viva Sobchak écrivait dans son livre The Address of the Eye, A Phenomenology of Film Experience, que pour une expérience phénoménologique du cinéma, les spectateurs ne doivent pas être que des receveurs du film, mais aussi des sujets qui voient, parce qu'un échange se crée entre le film et la personne qui regarde.
La vision du film et celle des spectateurs se rejoignent en une expérience dialectique et un dialogue entre le regardant et le regardé. D'ailleurs, je vous mets cette photo-là, pas par hasard évidemment. Cette scène, le portrait de la jeune fille en feu, est une scène où la modèle, en vert, annonce à la peintre en rouge que la peintre elle-même est aussi regardée. Donc, Héloïse, en vert, dit « Si vous, vous me regardez, alors moi, qui je regarde ?» Ce qui représente pour moi bien le rapport dialogique entre le regardant et le regardé. Donc, je prends une minute supplémentaire juste pour reposer la question, mais comment y arriver? Est-ce que le jeu de ma narration est suffisant? Est-ce qu'un tu serait pertinent? Un tu narrateur, peut-être, pour engager le lectorat davantage, ou un tu s'adressant à une tierce personne, comme pour mettre quelqu'un devant le fait accompli? Qui plus est, pour briser le male gaze, les spectateurs ne doivent plus ressentir ce sentiment de plaisir scopique, plaisir voyeur. Ils devraient eux-mêmes être capables d'être dans une expérience phénoménologique de l'œuvre, du livre ou du film. Mais une narration au jeu, et dans mon cas, petite confidence, un jeu auto-fictionnel, invite au voyeurisme. Qui n'a jamais lu un texte auto-fictionnel en se demandant qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? Pour moi, personnellement, la vérité n'a pas d'importance, mais pour le lectorat habitué aux histoires male gaze, c'est une autre histoire. Alors voilà, tout cela n'est que le début d'une réflexion beaucoup plus grande que je devrais accélérer d'ailleurs, puisque je vais devoir remettre mon mémoire un jour.